Mais lorsque l'homme a l'intelligence et la volonté et qu'il peut détruire son inconscient parce qu'il peut faire ce qu'il veut, à ce moment-là, il entre dans le couloir de sa vie, petit à petit. Et ce couloir de vie, dont il ne connaît pas la longueur, la profondeur ou la direction parfaite, ce couloir de vie est suffisamment intense d'énergie, suffisamment réel, suffisamment suffisamment quoi? Non. Il y a un autre mot. Pardon? Danse, danse. Plein. Il est suffisamment plein, ce couloir. Il est suffisamment plein de force vitale, de vie, d'expression de vie, de créativité de vie, de pouvoir de vie, de capacité de vie, que la vie devient extrêmement plaisante dans la période où il vit cette vie ainsi. Autrement dit, le niveau de plaisir de vie, je vais vous expliquer ce que c'est du plaisir tout à l'heure. Le niveau de plaisir de vie devient total. Pas parfait. Total. Et lorsque le niveau de plaisir de vie devient total dans l'homme, l'homme n'est plus dans le temps, l'homme n'est plus dans la mémoire, l'homme n'est plus dans le passé, l'homme n'est plus dans l'émotion de la vérité, mais l'homme est dans l'émotion de l'intelligence. Et l'émotion de l'intelligence, c'est la vibration de l'intelligence sur le plan émotif qui permet à l'homme d'avoir le plaisir. Mais ce n'est pas un plaisir égocentrique, ce n'est pas un plaisir subjectif, c'est un plaisir réel. Et lorsque le plaisir est réel, il est intense, il n'est jamais conditionné par le temps de l'ego, il a une durée limitée par l'intelligence, et l'homme le vit totalement. Et la vibration de ce plaisir, l'énergie de ce plaisir, est la force qui empêche l'homme de vieillir. Mais pour que l'homme puisse vivre cette force qui l'empêche de vieillir, il est obligé de dépasser l'émotion de la vérité. Un homme qui ne dépasse pas l'émotion de la vérité ne peut pas avoir accès à ce plaisir, qui n'est pas le plaisir que l'on parle dans l'inconscience de l'expérience, mais qui est un plaisir intelligent, structuré, ordonné, vivant, servant à alimenter le corps physique, émotionnel, vital et mental de l'homme. C'est le tapis qui mène l'homme à la suffisance de son rapport avec lui-même. J'explique. Je donne un exemple parce que ce que je dis est abstrait. On dit souvent dans la société qu'il y a plus de plaisir dans les choses défendues. Hein? Et c'est vrai. Mais il y a plus de souffrance parce qu'on est dans l'émotion de vérité. Faut me comprendre. Ce qui est défendu, l'intelligence. Non. Ce qui est défendu par l'homme, pour le bénéfice de la société de l'homme.
Et ce qui est défendu par l'homme pour le bénéfice de la société de l'homme est toujours défendu collectivement. C'est une défense qui permet à la collectivité de maintenir, de s'assurer d'une harmonie quelconque. Par exemple, il est défendu de voler. Il est défendu de... Je prends voler, par exemple. Mais la défense de voler fait partie de l'intelligence dans l'homme. Alors, l'intelligence ne peut jamais voler. L'homme peut voler, l'ego peut voler, mais l'intelligence ne peut pas voler. C'est anti-homme voler. Comprenez? Ça, c'est sur le plan de la collectivité de l'homme. Mais regardons le même phénomène au niveau de l'individu seul, mis à part la collectivité ou les lois de la collectivité données à l'homme par transmission dans le passé. On trouve une autre situation. Je donne un exemple. Quand je donne un exemple, je n'appuie pas l'exemple, je donne l'exemple. Prenons le phénomène de la masturbation chez le jeune garçon qui se découvre. Il n'y a aucune loi donnée par l'intelligence contre la masturbation. Le principe contre la masturbation a été élaboré au cours des années par l'esprit moraliste de la civilisation ou de la religion. Mais ce n'est pas par l'intelligence qu'est venue la contravention à cet acte. Le phénomène de l'homosexualité est la même chose. L'intelligence ne s'oppose pas à l'homosexualité chez l'homme. En termes d'émotion de vérité. L'intelligence est au-delà de l'émotion de vérité. Mais l'homme, lui, est en deçà de. Et il souffre dans son homosexualité. Le point que je veux faire, c'est que dans tous les rapports, dans toutes les actions de l'homme, il y a un point où il y a de l'intelligence et il y a un point où il n'y a pas d'intelligence. Là où il n'y a pas d'intelligence, l'homme est indécis tant qu'à la valeur de l'action et il en souffre. Mais là où il y a intelligence créative dans l'action, l'homme devrait être capable de subir la pression de l'intelligence dans une action dictée par l'intelligence pour la destruction de la vérité de l'émotion ou de l'émotion de la vérité, pour amener l'homme à vivre simplement d'énergie. Et ce n'est que lorsque l'homme vit simplement et totalement et parfaitement d'énergie qu'il ne vit plus de l'émotion de la vérité, et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à cesser de vieillir. Parce que tous ces corps, tous ces principes sont alimentés par les forces de l'énergie. Mais la catégorisation, la valorisation de l'acte à l'intérieur d'un cadre émotif véritable ou un cadre émotif faux a amputé le pouvoir de vie dans l'homme. L'homme a perdu son pouvoir de vie. Il est devenu associé à d'autres hommes qui avaient perdu leur pouvoir de vie, ce qui a donné naissance à une pensée moraliste sociale, conventionnelle, uniformiste. Et lorsqu'un individu se soulève dans la société, comme dans le cas, par exemple, des réactionnaires ou des gens qui ont créé des révolutions, des philosophes qui ont pensé autrement, et que cet individu se soulève dans la société, et que par le peu de lumière qu'il possède, il fracture les monuments
de l'émotion de la vérité ou de l'émotion du mensonge, il crée automatiquement des remous et c'est ce qui fait progresser la société. Mais l'acte est toujours dirigé à la collectivité et automatiquement elle est inconsciente dans son approche. On tue le roi pour créer la démocratie. Mais dans le cas de la conscience universelle, dans le cas de la conscience cosmique, dans le cas de l'initiation solaire de l'homme, dans le cas de la fusion de l'homme, dans le cas de l'individuation totale de l'homme, dans le cas de la vitalisation des principes de l'homme, dans le cas du surhomme, tout ce qui est indiqué par l'intelligence doit être susceptible d'être vécu en dehors de l'émotion de vérité. Et chaque homme a son seuil, parce que chaque homme a son propre niveau d'intelligence. Ce qui permet à un homme dans son intelligence de faire une chose n'est pas permissible à un autre homme dans son intelligence de faire la même chose. C'est pour ça que lorsque l'homme trafique avec l'intelligence et qu'il côtoie d'une façon permanente les récifs de l'émotion de vérité et de l'émotion du mensonge, il est obligé à un certain moment de se redresser, changer la voile et se lancer vers le large, ou seul, dans sa barque, il puisse vivre de l'intelligence sans bousculer ou sans faire interférence ou sans consterner les hommes. C'est pour ça que l'homme qui est conscient est foncièrement occulte. Il est foncièrement occulte parce qu'il ne doit rien à l'homme. Et lorsque l'on ne doit rien à l'homme, on est obligé de rétrécir la diffusion de son action et l'intégrer personnellement dans notre propre vie, en dehors des yeux et des oreilles des hommes qui ne sont pas dans la même vibration. C'est ça que veut dire le mot occulte. Le mot occulte veut dire, dans mon expression, et dans le cadre de l'avancement de la race de l'homme, le mot occulte veut dire cet état d'esprit qui permet à un homme de transiger seul dans le cadre de son intelligence ou de transiger avec une autre personne dans le cadre de la même intelligence, mais de jamais sortir de la relation créée par cette même intelligence dans les deux êtres. De sorte que quand l'homme est occulte, ou qu'il transige avec un autre homme occultement, ce qui est transigé ne peut pas être dit, parce que s'il est dit, il ne peut pas être compris, et ce qui est occulte et ne peut pas être compris devient un puissant danger, une puissante force de destruction. La vérité se dit, le mensonge se manifeste, se dit, se part. Le plan occulte de l'intelligence de l'individu, de deux individus, de trois individus, ne se divulgue jamais. Parce que il ne se comprend pas par les autres individus. Il se comprend par un individu, ou les deux individus, ou les trois individus qui sont dans cette intelligence.
En revenant un peu en arrière, lorsque j'explique qu'un homme qui entre dans son intelligence et qui vit à l'intérieur de l'intelligence, qui vit sous les dictées de l'intelligence, peut souffrir de l'émotion de la vérité. Mais s'il ne souffrirait pas de l'émotion de la vérité, il ne pourrait pas dépasser l'émotion de cette vérité, il ne pourrait pas être libre. Il est évident qu'un ego qui vit dans l'intelligence, qui reçoit une donnée de l'intelligence, ne peut pas transiger avec l'émotion de la vérité et le caractère absolu de cette intelligence. Et l'ego qui réussit à dépasser l'émotion de la vérité dans son expérience intelligente avec l'intelligence, dans le raccord entre son expérience et l'intelligence, entre automatiquement dans les forces de sa vie, et ces forces de sa vie sont suffisamment puissantes, suffisamment grandes pour déchirer le voile de la vieillesse. Parce que la vieillesse est un voile. Et ce n'est pas un voile matériel. La vieillesse ne commence pas dans le matériel, elle se termine dans le matériel. La vieillesse commence dans le mental, elle descend dans l'émotion, le vital et le matériel. Il y a des hommes qui commencent à vieillir à 18 ans. Et ce qui retient le voile de la vieillesse, ce qui le déchire, c'est la puissance de l'intelligence active, la puissance de la volonté dynamique à travers les principes de l'homme. Et un homme qui sait vivre de cette intelligence et de cette volonté ne peut plus s'inquiéter de ce qu'il fait. Et lorsque l'homme ne peut plus s'inquiéter de ce qu'il fait, il fait de plus en plus parce que il y a en lui de moins en moins de force qui l'empêche de faire. De sorte que l'homme vit de plus en plus, de sorte que l'homme devient actif de plus en plus, de sorte que la vie devient de plus en plus un jeu, de sorte que la vie devient de plus en plus plaisante, parce que le plaisir est intelligent. Le plaisir est intelligent. Et l'intelligence du plaisir se sert de l'émotion pour lui donner de la couleur. Mais le plaisir n'est pas le plaisir égocentrique que connaissait l'homme avant. C'est un autre plaisir. C'est un plaisir réel. Et la différence entre le plaisir réel et le plaisir inconscient, c'est que le plaisir réel n'est dicté que par l'intelligence, tandis que le plaisir inconscient est dicté par les appétits de l'ego. Et lorsque l'ego est dans le plaisir inconscient, il souffre de l'absence du plaisir lorsque ce dernier se termine. Mais lorsque le plaisir est conscient, l'ego ne souffre jamais de son absence parce qu'il n'y a plus de temps dans le plaisir, et il n'y a plus de durée, et il n'y a plus de longueur, et il n'y a plus de valeur égocentrique. Et lorsque l'intelligence se remet encore à donner à l'homme la possibilité de vivre le plaisir, la vie continue. De sorte que l'homme en vient à un point où sa vie est constamment plaisir. Et lorsque la vie de l'homme est constamment plaisir, il ne souffre plus, parce qu'il est constamment dans la joie de vivre. Et la joie de vivre est une expression de son intelligence et de sa volonté à travers les principes qu'il possède, ce qui permet à l'homme, sur le plan matériel, de se suffire à lui-même parfaitement sur tous les plans de son activité. C'est pourquoi il est si important à l'homme de comprendre qu'à un certain moment de sa vie, il doit dépasser l'émotion de la vérité. Car c'est l'émotion de la vérité qui empêche l'homme de vivre, c'est l'émotion de la vérité qui empêche l'homme de connaître ses capacités,
C'est l'émotion de vérité qui empêche l'homme de vivre une vie multidimensionnelle. C'est l'émotion de la vérité qui enchaîne l'homme dans l'existence planétaire et qui lui empêche de découvrir des pouvoirs d'activité interne qui font partie de son intelligence et de sa volonté. C'est pourquoi l'homme ne peut jamais, au cours de sa vie, même s'il a beaucoup de matériel, il ne peut jamais, au cours de sa vie, se connaître parfaitement et explorer ce qu'il est, parce qu'il est toujours dans l'émotion de la vérité, et il y aura toujours quelque part dans sa vie un obstacle. Et l'homme qui vit dans la conscience, dans l'intelligence de la conscience, ne peut jamais vivre d'obstacles parce que les obstacles n'existent pas pour lui. Mais quand je dis que les obstacles n'existent pas pour lui, je parle des obstacles illusoires qui coïncident avec l'émotion de vérité. Il est évident que l'homme, graphiquement parlant, ne peut pas aller voler parce que ça ne coïncide pas avec l'intelligence. Mais ce qui coïncide avec l'intelligence doit être vécu par l'homme à tous les niveaux de son expérience. Et la seule chose qui peut empêcher l'homme de vivre de son intelligence et de sa volonté, c'est l'émotion de la vérité. L'homme ne réalise pas jusqu'à quel point il est infirmé par l'émotion de la vérité. C'est pour ça que souvent les gens disent « on est né pour un petit pain ». Et c'est pour ça que je dis, moi, il est temps que les hommes s'ouvrent des boulangeries. Parce que le petit pain, c'est l'émotion de vérité. Le petit pain est le résultat de l'émotion de la vérité. Mais l'homme qui est dans son intelligence et sa volonté fait gonfler les pains et les multiplie. Il y a des gens qui meurent sur la planète et qui n'ont jamais réussi rien dans leur vie, qui n'ont jamais réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Triste histoire. Triste histoire. C'est très important de comprendre que dans toute vérité, il y a une émotion, que dans tout mensonge, il y a une émotion, et que seule l'intelligence peut détruire l'émotion dans le mensonge de vérité pour permettre à l'homme de se libérer de ce frein sur sa vie. Je vous donne un exemple. Je vais à la banque un jour. Je sais que je vais en scandaliser quelques-uns, mais ça vaut la peine. Je vais un jour à la banque et je dis à la caissière, mentalement, j'ai dit, donne-moi 100 piastres de plus. Elle m'a donné 100 piastres de plus. Ensuite, je dis à eux, je parle avec l'intelligence et je dis, qu'est-ce que je fais? Je lui redonne le 100 piastres de plus ou je le garde? Je dis, garde-les, tu vas t'en servir. Mais j'ai dit, elle, c'est libre. Il dit, la prochaine fois, je ferai plus attention. Si j'avais été pris dans l'émotion de la vérité, j'aurais redonné le 100 $. J'aurais diminué le pouvoir de l'intelligence, qui est un pouvoir absolu. Ce qui m'amène à changer de track et à vous dire une chose. La raison pour laquelle les hommes meurent et pour laquelle les hommes vieillissent et pour laquelle les hommes sont malades, pour laquelle les hommes sont hommes, c'est parce que les hommes ne vivent pas dans l'absolu de leur intelligence et de leur volonté. Si les hommes vivaient dans l'absolu de leur intelligence et de leur volonté, ils seraient obligés de neutraliser constamment l'émotion de la vérité, l'émotion du mensonge, et automatiquement, ils feraient passer en eux
d'énergie. Ça va loin, l'émotion de la vérité. Et si l'intelligence m'avait dit retourne, j'aurais retourné. Mais moi, je ne suis pas impliqué. Parce que quand on est intelligent, on n'a pas de responsabilité. C'est l'intelligence qui dirige l'univers et non l'ego. Mais pour que l'homme se mette sous le parasol de l'intelligence et de la volonté, il a besoin de vivre multiples expériences qui, justement, selon la faiblesse de son tempérament, selon la nature de son émotion, crée en lui l'émotion de la vérité et l'émotion du mensonge. C'est toujours sur ceci que travaille l'intelligence cosmique. Dans toutes vos expériences spirituelles ou quelles que ce soit vos expériences, vous verrez toujours que vous êtes toujours confronté entre la vérité et le mensonge. Et que l'intelligence en vous joue avec les deux et vous fait souffrir jusqu'au moment où vous ayez la vibration de cette intelligence et que vous soyez totalement au-dessus de l'émotion de la vérité. Quand vous serez au-dessus de l'émotion de la vérité et de l'émotion du mensonge, vous ne souffrirez plus en tant qu'homme. Vous souffrirez simplement en tant que surhomme avant le passage à l'éthérique. Mais c'est déjà quelque chose lorsque l'on ne souffre plus en tant qu'homme. Que l'on souffre en tant que fils de la lumière, c'est normal, tant qu'on n'est pas dans la lumière ou que les conditions ne nous permettent pas de la vivre. C'est normal. Mais on a suffisamment d'intelligence et de volonté pour se structurer un petit patelin sur le plan de la matière, pour engendrer pour soi-même et pour ceux avec lesquels on vit une certaine harmonie, les dispositifs nécessaires à faire une vie suffisamment calme et plaisante. Mais le plus grand piège de l'homme ancien, c'est l'émotion de la vérité. Et je vous en parle aujourd'hui parce que je sais que ça vous servira à mesurer jusqu'à quel point vous êtes inconscient. Pour mesurer jusqu'à quel point vous êtes libre, pour mesurer jusqu'à quel point vous êtes volonté, pour mesurer jusqu'à quel point vous êtes intelligent, pour mesurer jusqu'à quel point vous êtes vital, pour mesurer jusqu'à quel point vous pouvez vivre en relation avec vous-même. Dans l'émotion de la vérité, il y a quelque chose de particulier. Dans l'émotion de la vérité, il y a 5 mensonges. Dans l'émotion de la vérité, il y a le mensonge de soi envers soi. Il y a le mensonge des autres envers soi. Il y a le mensonge de l'intelligence personnelle. Qui relève du fait qu'on n'est pas dans l'intelligence parfaite. Alors tout ce qui est imparfait est automatiquement mensonge. Il y a le mensonge dans la relation de la cause à l'effet. Parce que dans toute émotion de la vérité, il y a une cause à effet. Je fais telle chose, ça produit telle chose. Je fais pas telle chose, ça produit telle chose. Mais dans la relation de la cause à effet, qui est vécue par l'ego dans cette expérience, il se manifeste en lui une sorte de paralysie. Et la paralysie, elle est vibratoire, elle relève d'une incapacité de volonté et d'intelligence, et ceci mène à l'autre aspect qui est caché derrière l'émotion de vérité,
qui est probablement l'aspect le plus terrible de l'expérience de l'homme, c'est cet aspect qui enlève à l'homme son droit de vivre. Parce que l'homme n'a pas le droit de vivre, on lui accorde. Allez dans les pays communistes ou allez dans les pays totalitaires, vous verrez qu'on lui accorde le droit de vivre. Et la seule façon pour l'homme d'être libre du droit de vivre qu'on lui accorde, c'est d'avoir en lui une puissante volonté, une puissante intelligence qui dirige son activité matérielle sur le plan matériel, afin qu'il puisse, dans des conditions où le droit de vivre lui est sévèrement amputé, trouver une solution qui puisse l'amener à vivre une vie en dehors de cette régimentation. Un homme conscient dans un pays socialiste ou dans un pays communiste est automatiquement forcé par la puissance de sa volonté et de son intelligence de sortir des frontières de ce pays. Exemple, Gurdjieff. Même s'il n'est pas sorti des frontières physiques du pays, il est sorti des frontières régionales où l'homme perdait son sang pour se retirer dans les monts Caucase avec 200 de ses ennemis. Et après la révolution, il est venu. Le sang cessait de couler, il est revenu. Et ensuite, avec le temps, il est sorti de la Russie. L'homme conscient ne peut pas subir l'inconscience de l'humanité, l'inconscience à quelque niveau que ce soit. C'est pourquoi il doit s'habituer à dépasser l'émotion de la vérité, parce que c'est dans cette émotion que se cache le glaive qui tue en l'homme la liberté de l'homme et qui lui donne le droit selon la conscience sociale du temps où il vit. Et l'homme ne peut pas vivre d'un droit. La vie, c'est la vie. Et aucun homme ne peut enlever, diminuer, retirer la vie à un homme. Mais beaucoup d'hommes perdent leur vie, perdent leur liberté de vie, sont soumis à des droits de vie parce qu'ils n'ont pas l'intelligence et la volonté, parce qu'ils sont prisonniers de l'émotion de la vérité. Regardez en Iran. Et le pire, c'est que lorsque l'on est prisonnier de l'émotion de la vérité, on ne le sait pas. Et on en subit le joug. Mais c'est lorsque l'on commence à voir, à travers cette émotion de vérité, et qu'on scrutinise tous les aspects de la vie sociale, tous les aspects de la vie mondiale, tous les aspects de la vie planétaire, qu'on réalise qu'à un certain moment dans le temps, on doit se retirer complètement du lieu où vit la cinquième race, pour entrer dans un autre lieu où vit la sixième. Parce que plus l'homme se conscientise, plus l'homme sort de l'émotion de vérité, plus il s'aperçoit que la planète est petite, plus il s'aperçoit que le pays est petit, plus il s'aperçoit que la ville est petite. Et plus il s'aperçoit que sa maison est grande, même si elle est petite. Parce que c'est dans sa maison, dans sa surface intérieure, dans son lieu personnel, qu'il peut vivre d'une façon libre. Mais dès qu'il entre sur la rue, il n'est plus libre. Et la conscientisation de l'homme et le développement du système nerveux de l'homme qui coïncide avec cette conscientisation. Et le développement de l'intelligence dans l'homme et la volonté dans l'homme lui fait réaliser très rapidement que la vie sur le plan matériel est extrêmement limitée dans son caractère libre. C'est pour ça que souvent je parle de violence psychologique. Je suis allé sur la plage il y a quelques jours avec ma fille et 3 jeunes garçons se lançaient le frisbee. Moi, je me relaxe
ma femme se relaxe, la petite s'amuse, et je dois m'occuper que le frisbee ne frappe pas ma femme ou moi ou la petite. Alors, il y a un espace autour de nous, et cette machine entre dans notre espace et sort de notre espace. Entre dans notre espace et sort de notre espace. Comment voulez-vous relaxer? Quand on est inconscient, ça ne nous affecte pas. On ne le voit pas, on n'en souffre pas, mais quand on est conscient, on le voit, on le souffre. On se retire. Il viendra le jour où vous souffrirez aussitôt que vous serez, que vous mettrez les pieds dans la société de l'homme. C'est pourquoi, à un certain moment, vous serez obligé de vous servir de l'intelligence et de votre volonté créative pour exécuter selon cette volonté et cette intelligence créative. Mais vous ne pourrez pas le faire tant que votre ego ne sera pas désengagé émotivement de la vie. Tant que votre ego ne sera pas suffisamment centré pour vivre seul ou avec ceux que vous connaissez. Tant que votre ego ne sera pas suffisamment saturé de l'inconscience pour ne chercher que la paix, l'espace qui est vitalisé par votre conscience à vous. C'est pour ça que les hommes, demain, 5 ans, 10 ans, chercheront à s'isoler. On ne souffre pas de ce que l'on ne connaît pas, mais l'on souffre de ce que l'on connaît, quand on est conscient. L'intelligence et la volonté nous amènent petit à petit, sans que nous nous en apercevions, à sévérer les liens avec la 5e race de l'homme. Et ce n'est pas une évasion mystique. Vivre seul, vivre en dehors des plaisirs que donne la société inconsciente, ce n'est pas facile. Et si on n'est pas prêt, on ne peut pas le faire. On revient à la société inconsciente pour se saturer encore un petit peu, manger un peu de crème glacée. Mais vient le jour où on est capable de le faire et on doit le faire. Parce qu'on peut le faire. Parce que sans cela, on souffre trop. Et à un certain moment, l'homme ne veut plus souffrir parce qu'il a souffert suffisamment pour l'amener à pouvoir faire ceci. Et déjà ces jours se dessinent dans le mental de plusieurs d'entre vous. Remarquez bien que je ne cherche pas à étendre sur vos têtes une couverte mouillée. Je vous explique simplement comment, avec le temps, notre sensibilité devient telle que la seule chose que l'on recherche dans la vie, c'est la paix. Mais vous ne savez pas ce que c'est que la paix. La paix, c'est la paix. Et c'est seulement lorsque l'on recherche la paix qu'on commence à comprendre qu'est-ce que c'est la paix et qu'on commence à comprendre la valeur de la paix et qu'on commence à réaliser qu'il n'y a rien dans la vie pour compenser avec la paix. Et c'est pas plate, la paix. La paix, c'est la vie à la petite échelle. C'est la vie à petite échelle, la paix.
Parce que la vie ne peut pas être à la grande échelle encore, parce que la civilisation n'a pas commencé. Et je vous dis qu'il n'y a rien de plus essentiel, de plus réel, de plus paisible que la paix. Et que l'on ne sait pas ce qu'est la paix tant qu'on n'a pas besoin de la paix. C'est lorsqu'on commence à avoir de besoin de la paix, qu'on commence à être affamé de la paix, qu'on commence à savoir ce que c'est que la paix. Et à ce moment-là, on est dans l'intelligence et la volonté. Et à ce moment-là, on fait tout pour l'avoir. Et à ce moment-là, il n'y a rien pour nous arrêter. Et la paix dont je parle, ce n'est pas la paix spirituelle des mystiques. La paix spirituelle des mystiques, c'est le trouble de la paix. Même les mystiques souffrent de la paix de la paix. Quand on souffre de la paix, ce n'est pas la paix. Dans la paix, il n'y a qu'une chose. Soi-même. En action, pour soi-même, envers soi-même, avec soi-même, et pour ceux et avec ceux qui sont dans la même vibration. Et comme nous sommes sur le plan matériel, à un certain moment, cette paix ne peut s'exécuter que dans une région personnellement déterminée par celui qui vit la paix. C'est pour ça, s'il y en a parmi vous qui ont des petites cabanes quelque part dans les montagnes, dans les campagnes, ne pensez pas trop vite à les vendre. Parce que viendra le jour où vous aurez besoin de la paix et la petite cabane sera là qui vous attendra. Si vous avez été amené par des formes à acheter cette petite cabane pour des raisons qui dépassaient votre intelligence, un jour vous comprendrez l'intelligence de la raison et vous verrez qu'il y avait une raison dans l'intelligence de l'achat. Que ce soit une petite cabane ou une grosse cabane. Une cabane, c'est un lieu où l'homme vit dans sa paix. Avec le temps, vous pourrez organiser la cabane, l'allonger la cabane, la peinturer la cabane. On fait souvent des mouvements dans la vie parce que les circonstances nous le permettent dans ce temps-là. Et souvent, les mouvements que l'on fait, nous ne les connaissons pas. Et à un certain moment, nous ne voyons pas de raison pour le mouvement et nous avons tendance à aborter le mouvement. Faites attention. Je ne travaille pas pour le real estate. Mais je veux bien vous indiquer l'importance du real estate. La police qui s'en vient. Je vais vous montrer jusqu'à quel point la paix est importante. Moi, je me suis acheté une propriété dans les Laurentides. La police ne pouvait pas vivre en ville, il fallait qu'elle vienne dans les Laurentides. Alors, elle s'est acheté une propriété un peu éloignée de la mienne, mais dans un endroit qui est plus populeux. Mais elle est quand même en paix, c'est relax. Mais il y a trop de monde, la population est encore trop dense. Alors, la police, elle veut venir planter sa maison sur mon terrain. Parce que on recherche la paix. Et la névrose de la paix devient tellement intense qu'il vient un certain moment où tu ne veux même pas voir la cheminée du voisin. Tu veux seulement voir ta maison. Alors, si vous vous achetez des maisons, organisez-vous pour qu'il y ait des arbres autour de la maison, que vous ne voyez pas la cheminée du voisin.
et que que la barrière, comment vous appelez, que la clôture soit suffisamment éloignée et que son chien ne vienne pas pisser sur votre terrain. Parce que là, on rit. Mais quand le chien du voisin vient pisser sur notre terrain, vient faire son caca sur notre terrain, ça crée des tensions. Je suis sérieux.